Parole pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, j'interviens devant vous en tant que responsable du développement économique de TikTok Shop en France. J'ai pris mes fonctions il y a 6 mois, en amont du lancement de TikTok Shop sur le marché français, le 31 mars 2025. Mon rôle consiste notamment à accompagner les marques, les vendeurs et les créateurs dans l'utilisation de la plateforme, tant sur les aspects administratifs que commerciaux, afin d'optimiser leur performance. Permettez-moi de commencer par une très courte présentation de TikTok Shop. TikTok Shop est une toute nouvelle solution e-commerce intégrée à la plateforme TikTok. Il s'agit d'un outil inédit et unique qui permet aux utilisateurs de découvrir des produits au fil de leur navigation via des contenus proposés par des créateurs qu'ils apprécient en lien avec leur centre d'intérêt. TikTok Shop remet ainsi l'interaction commerçant-consommateur au cœur de l'expérience d'achat en recréant la proximité et l'échange du commerce traditionnel. TikTok Shop offre une nouvelle opportunité commerciale aux marques et aux créateurs. Donc nous travaillons avec des marques de tous les secteurs, de la beauté au bricolage, en passant par le sport, et des entreprises de toute taille, des grandes sociétés aux PME, et ce, à travers l'ensemble du territoire français. TikTok Shop est une plateforme de découverte de produits. Nous l'avons vu sur l'ensemble des 15 marchés où TikTok Shop est déjà disponible. TikTok Shop est un vrai accélérateur pour les marques qui souhaitent se lancer. Le potentiel est significatif pour les PME françaises qui sont déjà nombreuses sur TikTok. En 2024, par exemple, les revenus générés par l'activité des PME sur TikTok ont apporté une contribution de 1,4 milliard d'euros à la valeur ajoutée brute du PIB en France, contribuant ainsi à la création d'environ 12 500 emplois. À l'instar de TikTok, les contenus et l'expérience TikTok Shop opèrent au sein d'un environnement sûr et sécurisé. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir, mais je tiens à préciser 2 points importants relatifs au fonctionnement du shop. Donc, premièrement, TikTok Shop n'est pas accessible aux moins de 18 ans. Cela signifie que les personnes de moins de 18 ans n'ont pas accès au contenu comportant des liens vers des produits TikTok Shop. Sur TikTok Shop, comme sur d'autres plateformes d'e-commerce, la vérification de l'âge est un sujet important et un défi pour l'ensemble du secteur. Nous sommes d'ailleurs l'une des seules plateformes à avoir mis en place de manière proactive plusieurs mesures afin d'identifier et de supprimer les comptes d'utilisateurs soupçonnés d'être mineurs. Mes collègues auront certainement l'occasion de revenir sur ces points. Deuxièmement, TikTok Shop fait l'objet d'une modération particulièrement rigoureuse. Donc, les règles appliquées sont identiques à celles de TikTok, c'est-à-dire que chaque contenu doit strictement respecter nos règles communautaires qui tiennent lieu de véritables codes de conduite en définissant précisément ce qui est autorisé ou non sur la plateforme. Mais en plus, TikTok Shop se conforme également aux réglementations applicables aux plateformes de e-commerce, notamment en matière de droit à la consommation. Ces 2 engagements structurants que je viens de mentionner, donc comme je l'ai dit, l'interdiction faite aux mineurs d'accéder au shop et la rigueur de notre politique de modération, reflètent la priorité que TikTok Shop accorde à la sécurité, à la conformité et à la qualité de l'expérience utilisateur dans un environnement d'achat en ligne à la fois sûr, transparent et responsable. Je vous remercie de votre attention et me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos questions et apporter, le cas échéant, les précisions qui vous sembleraient utiles concernant TikTok Shop en France. Merci. Merci. Donc je suppose que, comme vous n'avez pas déclaré vos conflits d'intérêts de manière directe, mais que c'est parce que vous êtes salarié d'une plateforme. Alors oui, je tiens à préciser, je suis effectivement salarié de TikTok. Merci. Monsieur Cabanis. Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je dirige la régie publicitaire de TikTok en France et au Benelux. À l'instar de toutes les régies publicitaires, notre mission consiste à proposer des solutions qui permettent aux annonceurs d'atteindre des publics et des objectifs marketing et de se faire connaître d'une manière ludique et divertissante et de créer des campagnes visibles, performantes et efficaces. Avec près de 600 grands comptes et des milliers de PME actives, TikTok est désormais l'un des acteurs majeurs du paysage publicitaire français.
Mon équipe est structurée autour de verticales thématiques telles que le sport, l'automobile, la beauté, la grande distribution ou le divertissement. Elle soutient non seulement des marques, mais aussi des agences médias et des agences créatives leaders dans l'écosystème digital français. Les objectifs marketing que nous aidons à atteindre sont variés. Développer la notoriété d'une marque, toucher un nouveau public, ou soutenir des campagnes de recrutement ou de sensibilisation. La plupart de nos annonceurs sont des entreprises privées, des grandes marques du CAC 40, Euronext Paris. Des PME et de nombreuses licornes françaises sont aussi représentées sur la plateforme. Cependant, nous accompagnons également de nombreuses institutions publiques. Le ministère de la Santé pour une campagne anti-tabac, le ministère des Armées pour leur campagne de recrutement, ou encore le service civique pour faire découvrir son dispositif auprès des jeunes. TikTok est aussi un accélérateur de croissance et un vecteur d'inclusion numérique. La moitié de nos annonceurs sur le marché français sont des PME qui ont connu un essor particulier grâce à TikTok suite à la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, les entreprises n'ont pas toujours le temps ni les ressources pour investir dans un projet marketing d'envergure. C'est pourquoi nous accompagnons également les marques dans la création de contenus organiques, c'est-à-dire produits à travers des outils gratuits. La force de TikTok réside justement dans sa capacité à valoriser des contenus authentiques et spontanés, permettant à toutes les marques de se démarquer, quelle que soit la nature de leur maturité, leur budget ou la taille de leur communauté. Sur TikTok, les marques peuvent également s'appuyer sur un vivier de petits et moyens influenceurs qui rayonnent dans leur région. Par exemple, nous avons de très nombreux témoignages positifs de PME dans le monde de la restauration et des services à la personne qui ont bénéficié de l'essor de TikTok pour relancer leur activité. Cette proximité avec les créateurs de contenu offre une opportunité unique de toucher un nouveau public partout sur le territoire, mais je tiens à souligner qu'aucune marque n'est obligée de travailler avec des créateurs. Néanmoins, leur créativité et leur capacité à engager des communautés font de cette profession encore émergente un véritable levier de croissance pour les entreprises. Une attention particulière est portée à la protection des mineurs. La sécurité des plus jeunes est un sujet important pour l'ensemble de notre secteur. Le règlement européen sur les services numériques, le DSA, permet aux utilisateurs de mieux comprendre le travail que nous accomplissons pour accompagner leur communauté et de leur fournir des outils supplémentaires pour adapter leur expérience en ligne. TikTok a d'ailleurs été pionnier dans la mise en œuvre de certaines initiatives. Par exemple, la limite de 60 minutes de temps d'écran quotidien par défaut pour les moins de 18 ans. Mes collègues auront certainement l'occasion de revenir là-dessus dans quelques minutes. Notre engagement à travers les jeunes utilisateurs de la plateforme s'applique également auprès des marques et de la régie publicitaire. Conformément au DSA, des politiques strictes sont en place pour garantir que la diffusion des publicités sur notre plateforme sont adaptées à l'âge des utilisateurs et nous ne diffusons pas de publicité ciblée auprès des moins de 18 ans. Concrètement, les annonceurs n'ont pas accès à certaines options de ciblage, comme le ciblage par sexe ou par centre d'intérêt, pour les audiences âgées de moins de 18 ans. Par ailleurs, plusieurs catégories de produits et services sont l'objet de restrictions spécifiques et ne peuvent s'adresser qu'à une audience adulte. Tout comme l'ensemble du contenu sur TikTok, la publicité est soumise à une modération rigoureuse et aucun écart ou restrictions publicitaires visant à protéger les mineurs n'est toléré. Je vous remercie pour votre écoute et suis à votre disposition pour répondre à vos questions dans le cadre de mes activités dans la régie publicitaire de TikTok France. Merci pour ces propos liminaires et pour avoir tenu le temps. Madame la rapporteure. Merci beaucoup, merci messieurs de votre présence. Donc en effet, comme l'a dit Monsieur le Président, si l'idéal ce serait qu'on ait des échanges assez courts pour pouvoir vous poser un certain nombre de questions que nous avons en effet. Peut-être dans un premier temps sur votre modèle économique, vous ne nous avez pas à ce stade donné de chiffres dans votre propos liminaire. Est-ce que peut-être vous pouvez détailler le type de partenariats commerciaux que TikTok privilégie avec les marques? Est-ce que vous avez une stratégie sur ce sujet-là? Et quelle est la part des revenus publicitaires de TikTok qui proviennent de partenariats directs avec des marques? Alors aujourd'hui, pour ce qui est des revenus publicitaires de TikTok, on parle évidemment de campagne média. Donc le partenariat en fait va venir pour certains grands comptes qui sont présents sur la plateforme depuis longtemps et qui souhaitent avoir un partenariat plus avancé, notamment dans les outils de mesure et l'accompagnement commercial qu'on peut leur proposer sur le marché français. Sinon, pour la quasi-totalité de nos clients, qu'elles soient PME ou grandes entreprises, on parle de campagnes médias qui sont du coup la structure commerciale qu'on propose. Donc ça passe soit en direct via en effet les annonceurs, soit via des agences qui représentent les intérêts de ces annonceurs. Alors, je me permets de préciser, mais ça représente combien de volume de chiffre d'affaires ça représente, ces campagnes? Alors pour le chiffre d'affaires, je ne pourrais pas vous répondre en détail aujourd'hui pour des raisons qui sont principalement confidentielles, mais je pense que c'est des données qu'on pourra vous partager.
Pour ce qui est en fait peut-être de l'activité économique de TikTok, elle est principalement publicitaire puisque la régie publicitaire existe depuis 2020. Donc aujourd'hui, c'est vrai que mon équipe en France est la plus représentée dans les effectifs français qui sont basés à Paris, et c'est vrai que l'activité publicitaire reste historique. Maintenant, en termes de fonctionnement, on est comme les grandes régies publicitaires. On vend la même chose, les mêmes espaces, donc des intercalaires publicitaires qui se trouvent sur le flux que vous connaissez, le flux pour toi sur l'application TikTok. Mais on va dire qu'on est dans l'écosystème digital un média classique. La question, même si ce n'est pas forcément dans le détail, mais est-ce que c'est plusieurs milliards d'euros qui sont investis chaque année en publicité sur TikTok, ou est-ce que c'est moins? Je ne pourrais pas vous répondre à cette question sur le marché français. Mais vous avez une idée quand même? Je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Je vous demande si vous avez une idée. Oui, j'ai une petite idée en effet. Ah voilà, vous avez une idée. Ouais. Donc vous ne pouvez pas nous répondre si c'est plus ou moins qu'1 milliard par exemple? Alors, je pourrais vous répondre par écrit, bien sûr, naturellement, et c'est l'idée, en fait, de vous partager un maximum de transparence. Parce que, en fait, nous, on a besoin de comprendre quel est le montant, enfin, quel est le volume, et qu'est-ce que ça représente, par exemple, ces revenus qui sont issus de la publicité, pour comprendre un peu la nature de ce à quoi on a affaire, des investissements qui sont faits, et éventuellement comparer ça avec ce qui peut être investi par des utilisateurs via les lives ou autres, ou enfin... Voilà, quelle est la part, en gros, utilisateur dans la contribution aux revenus de la plateforme? Quelle est la part publicitaire dans la contribution aux revenus de la plateforme? Enfin, voilà, c'est ce modèle économique sur lequel on espère que vous allez pouvoir nous éclairer. Alors, Monsieur le Président, le modèle économique est représenté du coup ici par moi et mon collègue. C'est un modèle publicitaire et du coup orienté sur la partie e-commerce shop, dont mon collègue pourra vous parler plus en détail. Mais le modèle économique de TikTok France, il est représenté par nos deux équipes. Bien sûr, en effet, on a bien ça en tête, mais justement, on veut essayer de rentrer dans ce mécanisme-là et essayer de comprendre aussi votre stratégie. Est-ce que, par exemple, vous pourriez nous expliquer peut-être quelles sont vos priorités stratégiques pour les années à venir? Quels sont vos leviers de croissance, justement, en matière publicitaire? D'un point de vue de la régie, notre priorité stratégique est d'accompagner évidemment tous les secteurs qui sont représentés au sein du CAC 40 et de l'Euronext Paris. Aujourd'hui, on accompagne ces marques avec un service dédié, avec des équipes qui sont basées à Paris, qui accompagnent ces annonceurs au quotidien à développer des campagnes et des projets marketing. Donc la plupart des annonceurs, vous en doutez bien, lorsqu'ils sont arrivés sur TikTok en 2020, ont testé les choses, ont essayé de comprendre si c'était des bassins d'audience qui les intéressaient. Et d'ailleurs, pour la plupart, et notamment, on a parlé des petites et moyennes entreprises, 70% d'entre elles affirment que TikTok a permis d'accéder à des nouveaux clients. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on les accompagne également dans leur stratégie à l'international. De la même manière, les TPE et les PME affirment que pour 30% d'entre elles, ça leur a permis d'accéder à des nouveaux territoires, donc à travers l'Europe principalement. C'est la même chose pour les grands comptes. Aujourd'hui, on les accompagnait sur la France, puis maintenant on commence à les accompagner sur des projets d'envergure internationaux, principalement en Europe et aux États-Unis. Très bien, mais est-ce que par exemple, donc ça c'est, vous dites qu'en fait vous accompagnez tous azimuts finalement les grosses boîtes du CAC 40, mais est-ce que vous constatez, quand vous regardez votre chiffre d'affaires, qu'il y a des secteurs qui investissent peut-être plus sur TikTok et chez vous? Naturellement, il y a des secteurs qui ont mis un petit peu plus de temps à arriver sur la plateforme, et ça on peut s'en douter, notamment je pense à la banque assurance qui a mis plus de temps à se lancer, principalement pour des raisons de sécurité aussi, pour protéger leur site internet. Donc c'était une volonté de leur part de ne pas aller tout de suite, en tout cas sur une plateforme comme TikTok, et d'attendre un peu. Il a fallu aussi qu'on fasse grandir nos audiences, et ça c'est un point qui est très important. Aujourd'hui, la quasi-totalité des annonceurs souhaitent cibler du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat sur TikTok, c'est les 25-45. Donc c'est vrai qu'il nous a fallu du temps pour faire grossir nos audiences. Aujourd'hui, on a plus de 25 millions d'utilisateurs en France. Donc on accompagne des marques qui s'intéressent à du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est souvent les 25-45. Voilà. Pour ce qui est des secteurs d'activité, peut-être, excusez-moi Madame la rapporteure, je me permets de rebondir. Donc évidemment, le divertissement est arrivé assez tôt, hein, les studios de cinéma, vous en doutez bien, et tout ce qui touchait au monde du divertissement. Maintenant, j'ai envie de dire, tous les secteurs sont représentés, y compris l'automobile, qui a mis également un peu plus de temps à se lancer sur TikTok, parce que la nature de leurs acheteurs sont par essence un peu plus âgés que les 25-45. Voilà. Peut-être ces mêmes questions pour TikTok Shop. Qu'est-ce que c'est le volume du TikTok Shop? Et vous n'avez pas dit, mais si vous voulez compléter, sur le niveau de croissance en fait, en ordre de grandeur, sur les dernières années, comment ça a progressé ces revenus voilà. Mais comme TikTok Shop c'est plus récent, peut-être commencer d'abord par les revenus publicitaires et en termes de croissance. Oui, donc vous en doutez bien, partant de zéro, on a fait une croissance qui était relativement importante, donc une croissance à 2 chiffres sur les 5 dernières années. Chaque année? Chaque année. Et ça continue? Oui, ça continue de croître. À 2 chiffres? À 2 chiffres.
Alors comme vous l'avez dit, TikTok Shop, c'est très récent. Donc pour répondre à la première question en termes de modèle économique, donc TikTok Shop prend une commission sur les ventes qui ont été effectuées. Donc si quelqu'un vend un certain montant, on va prendre une commission sur ce chiffre-là. Ensuite, pour ce qui est de la croissance, alors ça fait à peine 2 mois et demi que ça a été lancé, donc c'est un peu trop tôt pour vraiment avoir des chiffres de croissance. Donc on est parti de 0 il y a 2 mois et demi. Donc là, la croissance est en 3 chiffres par mois, mais bon, parce qu'on est parti de 0. Donc, Vous proposez combien de références, combien d'achats par jour, enfin c'est quoi le volume un peu? Alors en termes de références, il y a eu un véritable engouement pour TikTok Shop une fois que ça a été lancé. Donc comme vous pouvez l'imaginer, les petites entreprises sont généralement un peu plus agiles, mais on a aussi plusieurs grosses entreprises qui se sont lancées. Donc aujourd'hui, en France, on a environ 20 000 entreprises qui se sont enregistrées pour pouvoir vendre sur TikTok Shop. Et aujourd'hui, il y en a environ 6 000 qui ont du stock et qui peuvent déjà vendre sur TikTok Shop. Et les autres sont en train de finir toutes les démarches pour pouvoir vendre. En ce qui concerne les références, on a environ 300 000 références sur TikTok Shop. Okay. Sur les liens, parce que là vous avez parlé de la structure TikTok France, on va dire, avec, ou Benelux, parce que vous avez aussi ça dans votre portefeuille. C'est quoi vos relations avec la TikTok Monde? Alors, si vous permettez, je vais peut-être commencer sur cette question. Du coup, les relations sont relativement simples. On a un hub en Angleterre qui s'occupe de centraliser la stratégie qu'ils vont appliquer sur les marchés européens. Donc tout ce hub couvre l'intégralité de l'Europe. Donc pour mes activités, qu'elles soient en France ou au Benelux, je reporte à l'Angleterre avec un manager allemand qui du coup pilote ce hub anglo-saxon. Et vous avez des contacts que à ce niveau-là, ou vous avez des contacts plus globaux? On va dire que la quasi-totalité des contacts se font à un niveau européen. Maintenant, on a un reporting via Singapour, donc qui nous permet de remonter l'activité de façon annuelle. On a un bilan annuel, comme la plupart des entreprises, où on remonte en fait l'activité, ce qui s'est passé auprès du siège, en espérant évidemment d'apporter des modifications sur la partie commerciale, amener des nouveaux produits, qui est quand même le cœur de notre métier, amener des produits publicitaires qui soient pertinents pour les marques. Donc, et ça représente quelle part la France dans le monde par rapport au chiffre d'affaires de TikTok? Alors, je ne connais pas la réponse à cette question, très honnêtement. J'aurais tendance à dire dans le top 10, mais honnêtement, il faudra qu'on vous réponde par écrit. Ok. Et donc là, vous vous y engagez formellement devant la commission d'enquête, parce que c'est vrai que dans les questionnaires qu'on avait envoyés, on a eu des réponses un peu floues. Donc voilà, on espère avoir des réponses plus précises sur le chiffre d'affaires, sur ces volumes en fait, financiers qui nous intéressent aussi. C'est un petit réflexe à avoir, surtout si les questions sont rapides. Vous avez dit en effet que votre modèle économique, c'était quand même la publicité, mais est-ce que vous auriez la capacité à nous dire la part de revenus qui proviennent des cadeaux virtuels? On en a beaucoup entendu parler dans nos auditions, de ce système, notamment lors des lives, qui semble important en tout cas, mais on n'a pas connaissance du volume que ça représente. Est-ce que vous auriez la capacité à nous le dire? Alors, nous, on représente les activités business to business, donc on appelle B2B de l'organisation, donc la monétisation, et c'est vrai que du coup, les lives ne font pas du tout partie de notre domaine de compétences ni de responsabilité. Les lives sont plutôt orientés, on va dire, vers les créateurs de contenu, et du coup, la partie user, que vous allez interroger juste après nous, il me semble. Nous, on est vraiment sur cette partie plutôt B2B, donc nous, on a des espaces qu'on doit monétiser, donc au sein de ces espaces, vous allez retrouver les espaces publicitaires, et évidemment, la partie expérience shopping. Pour ce qui est de TikTok Shop, donc, il existe des live TikTok Shop, mais dans lesquels il n'y a pas de gifting. Donc les live TikTok Shop, c'est vraiment pour vendre des produits. Donc le créateur va épingler un certain produit qu'il présente, et donc pas de gifting. Et est-ce que dans le cadre de vos activités, vous avez des liens avec les agences de créateurs de contenu, d'influenceurs? Alors, non. On a aujourd'hui une place de marché sur TikTok qui s'appelle la TikTok Creator Marketplace, excusez-moi pour l'anglicisme. Et du coup, cette place de marché permet en fait de vous connecter lorsque vous êtes une marque ou une agence et d'aller voir le nombre de créateurs qui sont référencés pour travailler avec des marques. Donc, c'est des créateurs qui ont été bien sûr certifiés. Aujourd'hui, on parle de 2 millions de créateurs dans le monde qui travaillent avec des marques. Et sur cette place de marché, vous avez possibilité de les trier par ordre, par catégorie, tranche d'âge, mais surtout
Pour ce qui intéresse les Français, c'est sur le territoire, puisque vous savez que la plupart de ces créateurs travaillent avec une notion très locale. Et donc ça permet de les trouver, de leur parler, de contractualiser avec eux. Évidemment, la marque est en rapport direct avec eux et nous ne sommes qu'intermédiaires. Et le contrat se passe entre la marque et le créateur de contenu. Si je peux me permettre sur ces contrats-là, on a eu l'occasion d'auditionner une agence TikTok. C'est vous qui gérez cette partie-là, le lien avec les agences qui eux-mêmes gèrent des TikTokers et les accompagnent dans leur création de contenu? Alors, permettez-moi de préciser, Monsieur le Président, vous parlez toujours du gifting? Je parle d'une agence qui, en fait, est une agence un peu référencée et qui, par exemple, va être organisée par TikTok. On a reçu il y a une semaine à peu près. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les auditions qu'on a faites, donc vous avez peut-être vu le compte-rendu qui a été fait de cette audition. Et donc, enfin, c'est vous qui gérez ces agences-là? Alors moi, à titre personnel, je ne connaissais pas cette agence. Donc je ne travaille pas avec cette agence et je ne pense pas que mon équipe travaille avec cette agence non plus. Par contre, pour ce qui est des créateurs de contenu en particulier, comme je vous le disais, on envoie vers l'interface que je vous ai parlé, mais nous, notre rôle essentiel, c'est d'accompagner les agences médias et les agences créatives, donc qui construisent les formats publicitaires et ceux qui les postent, entre guillemets, sur la plateforme. Qui est-ce qui gère ces agences-là? Puisque en fait, il y a un système dans la plateforme, mais ce n'est pas votre domaine. Alors, ça. Je ne pense pas que ce soit notre métier premier d'accompagner les agences de créateurs de contenu, si c'est ça la question. En revanche, je pense peut-être que c'est les équipes live peut-être qui pourront vous répondre sur cette partie-là. D'accord. Si on vous pose cette question, c'est parce que cette agence de créateurs de contenu nous expliquait qu'il y avait des scores de santé et des amendes qui pouvaient être finalement infligées aux agences de créateurs de contenu lorsque le contenu n'est pas d'assez bonne qualité. Et donc voilà, ils n'avaient pas forcément le détail de ces scores, etc. Et donc on voulait savoir si... Donc vous nous confirmez que ce n'est pas votre équipe, ce n'est pas vos équipes qui gèrent ces relations. Pardon, non seulement c'est vrai, ce n'était pas mon équipe, mais surtout je n'ai pas connaissance de ces scores de santé. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Il y a quand même un modèle qui existe. Vous n'êtes pas renseigné pour essayer de comprendre ça en amont de la préparation de cette audition? Absolument, on en a discuté hier et pour ma part, personne ne savait en tout cas ce à quoi il faisait référence. Donc en tout cas, dans mon entourage et dans les équipes publicitaires, personne ne savait. Et vous n'avez pas pris contact avec vos supérieurs ou vos responsables à Londres pour essayer de savoir? Alors pour ma part, je sais que ce score n'existe pas pour la partie publicitaire. Maintenant, si c'est le cas pour d'autres équipes, je pense qu'il faudra en référer à ces équipes-là. Okay. Vous nous avez dit que vous l'appreniez, mais en fait vous l'aviez au moins appris hier en préparant cette audition. Bon, c'est vrai que c'est dommage, mais voilà, qu'il y ait autant de fragmentation dans l'information. Enfin, vous comprenez un peu notre frustration peut-être. Donc du coup, on ne peut pas vous demander les critères qui sont pris en compte pour justifier les amendes qui sont mises à ces créateurs, etc. C'est-à-dire que c'est la plateforme qui le fait, mais ce n'est pas vous en fait qui le faites, puisque vous faites plutôt du marketing, mais pas avec voilà, ces agences-là, quoi. Encore une fois, c'est pas mon domaine de compétence et j'ai peur d'être imprécis dans mes réponses. Donc pour le coup, ma réponse est très sincère, je ne connaissais pas cette pratique. Je me permets, vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire, mais de revenir sur le traitement des données et le ciblage publicitaire des mineurs. Vous expliquez, voilà, on avait déjà entendu ces propos, que finalement votre cœur de cible ne constitue pas le public mineur, puisqu'en fait, en tout cas le cœur de cible des marques, que c'est plutôt 25-40, ou je ne sais plus combien exactement vous avez dit. Donc vous me confirmez, enfin, sachant que vous êtes sous serment, qu'il n'y a aucun ciblage publicitaire à destination des mineurs? Je vous confirme que toute la publicité ciblée contextualisée n'est pas disponible pour les moins de 18. Donc on a parlé du genre, du sexe et des centres d'intérêt. Donc ce n'est pas disponible sur l'application. Le seul moyen aujourd'hui de toucher des moins de 18 ans sur l'application serait lorsque vous êtes dans nos systèmes d'information, de déparamétrer les ciblages et de dire je veux toucher l'intégralité de la base des Français, soit les 25,1 millions d'utilisateurs. Dans ce cas bien précis, qui n'est pas coutume, je tiens à le préciser, personne ne fait ça. Aujourd'hui, les gens viennent sur le média digital pour cibler des campagnes. Ils ne viennent pas sur le média digital pour ne pas cibler des campagnes. Dans ce cas-là, les 15-17 pourraient être exposés au premier format publicitaire, qui est le format qui s'appelle TopView, qui se trouve en entrée d'application, qui est la première vue, on va dire, avant de rentrer sur le couloir des contenus organiques que vous retrouvez sur TikTok. C'est uniquement dans ce cadre-là qu'un moins de 18 pourrait être exposé à de la publicité. Je précise quand même qu'on parle de revenus qui sont infimes par rapport au reste des revenus que nous avons sur le marché français. Vous êtes
capable de les chiffrer? Alors, depuis la mise en place du DSA, je ne pense pas qu'on puisse les chiffrer, parce qu'on a essayé très tôt, d'ailleurs, de mettre ça en place, et du coup, de ne pas cibler les moins de 18 sur l'application. Donc, dès juillet 2023, on a informé les annonceurs qu'il n'était pas possible de cibler les moins de 18. De toute façon, encore une fois, Madame la rapporteure, la plupart des annonceurs ne souhaitent pas cibler des cibles plus jeunes. C'est une volonté de leur part. Ils s'adressent plutôt aux parents, pour la plupart des campagnes qu'on va adresser sur l'application. Si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que du coup, c'est infime, mais que c'est possible, ce qui fait que vous ne respectez pas stricto sensu le DSA. Pardon, nous respectons le DSA, bien sûr, et comme je vous le dis, j'essaie de vous montrer la petite part infime qui pourrait... mais encore une fois, il me semble que dans le cas du DSA, on parle des capacités de ciblage, donc la possibilité de cibler particulièrement les moins de 18. Je vous confirme qu'il est impossible de cibler les moins de 18 sur l'application. C'est uniquement dans le cadre où vous déciderez sur les systèmes d'information de tout décocher et de dire ce qui m'intéresse, c'est la France. Et merci. Vous avez dit donc que c'était depuis juillet 2023. Avec donc, une mise en place voilà. en août. Et donc avant juillet 2023, il y avait possibilité de cibler les mineurs. Alors uniquement les 15-17, donc à la majorité numérique. Et quels étaient les types de ciblage des mineurs, de publicité qui ciblaient les mineurs? Uniquement du socio-démo, Monsieur le Président. Donc pardon, leur âge... Non, mais quand les marques ciblaient avant juillet 2023 les mineurs, quels étaient les types de publicités qui étaient faites à destination des mineurs avant juillet 2023? Avant juillet 2023, on était dans les débuts de l'application. Je pense qu'on va retrouver principalement le monde du divertissement. Je dirais tout ce qui touche peut-être à la grande distribution. Mais il faudrait peut-être que je vous réponde précisément. Oui, ça nous intéresse de comprendre le type de publicité qui ciblait les mineurs avant juillet 2023 pour essayer de comprendre peut-être aujourd'hui des stratégies publicitaires de marques qui pourraient incidemment cibler les mineurs aujourd'hui, même en visant les 18-25, puisque, comme vous le savez, un grand nombre de mineurs mentent sur leur âge. Très bien. Donc je pense qu'il faut qu'on vienne vers vous de façon un peu plus précise. Oui, pour repartir sur TikTok Shop, puisqu'on l'a déjà un petit peu abordé, vous disiez dans votre propos liminaire que les mineurs n'avaient pas accès à TikTok Shop. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Est-ce que vous pouvez, et comment est-ce que vous pouvez en être certain? Quel dispositif vous mettez en place pour en effet que les mineurs ne puissent pas aller sur TikTok Shop? Donc effectivement, les comptes qui correspondent à des mineurs ne pourront pas visionner le contenu TikTok Shop, c'est-à-dire qu'un contenu qui va avoir un lien vers un produit qui peut être acheté. Ils ne pourront pas visionner non plus l'onglet boutique, donc ils ne pourront pas visionner la totalité des produits disponibles, et ils ne pourront pas non plus visionner les lives TikTok Shop. En ce qui concerne la vérification de l'âge, donc c'est la même vérification d'âge qui est appliquée sur TikTok en général, pour ce qui est du consommateur, pour ce qui est de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on demande la date de naissance, et ensuite, en plus de ça, on a un algorithme qui peut potentiellement détecter un comportement qui correspond à un comportement de mineur. Donc si c'est le cas, le compte sera suspendu, et si l'utilisateur ne fait pas appel, le compte finira par être supprimé. Si l'utilisateur fait appel, il y aura des vérifications mises en place pour bien vérifier qu'il s'agit d'une personne qui a plus de 18 ans. Donc, en ce qui concerne exactement comment les vérifications fonctionnent, mes collègues pourront préciser ultérieurement. Par contre, en ce qui concerne les vendeurs, il y a une vérification dès le départ pour s'assurer que les vendeurs ont bien plus de 18 ans. Pareil pour les créateurs qui veulent promouvoir des produits disponibles sur TikTok Shop. Et elle est de quelle nature, cette vérification? Donc, dans un premier temps, on demande la date de naissance. Ensuite, dans un deuxième temps, si on a des doutes par rapport à l'utilisateur, donc, à travers des algorithmes qui peuvent déterminer, selon les centres d'intérêt, selon l'utilisation, est-ce que, oui ou non, il y a des chances que l'utilisateur ait moins de 18 ans. Ce qui se passe, c'est que le compte est suspendu, comme j'ai expliqué, et ensuite, si l'utilisateur fait appel,
on demande des vérifications. Donc en ce qui concerne exactement la nature des vérifications, je sais qu'on demande une preuve. Donc en ce qui concerne exactement comment ça se passe, mes collègues pourront vous expliquer plus en détail. Est-ce que vous vérifiez la conformité des produits vendus avec les règles sanitaires et commerciales dans l'espace européen? Alors bien sûr, tous les produits vendus sur TikTok doivent être conformes aux règles européennes. Et lorsque nous n'avons pas la capacité de tout vérifier, tout simplement, on n'autorise pas. Donc, si jamais il y a le moindre doute, on n'autorise pas. Donc, pour vous donner un exemple, tout ce qui est produits de nettoyage. Donc, pour l'instant, on n'a pas la possibilité de vérifier si les produits de nettoyage sont bien conformes aux règles européennes. Pardon. Du coup, on a fermé complètement la catégorie. On ne peut pas vendre de produits de nettoyage sur TikTok. Et qu'est-ce que vous pensez de l'omniprésence de produits issus de sites à très bas coût comme Temu ou AliExpress? Alors, il faut bien comprendre la différence entre TikTok Shop et un site d'e-commerce classique. Donc, pour vous donner un exemple rapide, donc sur un site de e-commerce classique, si par exemple j'ai envie d'acheter une chemise, donc le parcours typique, ça serait d'écrire chemise dans la barre de recherche. Et ensuite, on va avoir un certain nombre de produits avec le prix. Donc la première chose que je vois, ça va être le prix et une toute petite image qui correspond à cette chemise-là. Ensuite, si je suis intéressé, si le prix m'intéresse, je vais cliquer sur le produit et je vais pouvoir voir une description du produit. Donc ça, c'est sur un site de e-commerce classique. TikTok Shop, c'est un site d'e-commerce qui est basé sur le contenu. C'est-à-dire qu'un utilisateur ne voit pas le prix du tout en premier lieu. Donc l'utilisateur va voir un contenu dans le flux pour toi. Et ensuite, donc le contenu pourrait correspondre à une chemise qu'un créateur pourrait présenter. Et si donc forcément le créateur va parler d'autres choses qui ne sont pas le prix. Et si ce produit intéresse l'utilisateur pourra ensuite cliquer sur un lien pour ensuite voir ce produit en détail, pour pouvoir voir le prix, etc. Donc ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, dans un site d'e-commerce classique, si jamais je vends des produits qui ne sont pas du tout chers, qui sont à très bas prix, j'aurai un avantage par rapport aux autres vendeurs, vu que les utilisateurs peuvent voir le prix en premier lieu. Par contre, sur TikTok Shop, si j'ai envie d'avoir un avantage par rapport aux autres, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que j'ai du contenu de qualité, il faut que je puisse coopérer avec des créateurs qui aiment ce produit et qui veulent le présenter à leur audience. Et donc, le prix n'est pas du tout un levier majeur pour concurrencer les autres produits similaires sur TikTok Shop. Donc, ce que vous nous dites juste avant, c'est que en fait, les produits qui ne respectent pas les normes de l'Union européenne sont bannis, en tout cas ne sont pas vendus. Pour autant, comment vous expliquez le fait que, de fait, des produits ne respectant pas un certain nombre, notamment de colorants qui sont interdits au sein de l'Union européenne, sont aujourd'hui vendus? La presse s'est largement fait le relais, la presse française notamment, de bonbons, de céréales, de pâtes à tartiner, de boissons, qui sont de fait importées notamment de Chine ou des États-Unis, qui n'ont pas les mêmes règles que nous, qui sont aujourd'hui encore vendus. Comment on explique ça? Alors, il faut faire la différence entre des produits qui sont présentés sur TikTok et des produits qui sont vraiment vendus sur TikTok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible qu'un créateur parle d'un produit, sans le vendre, mais parle d'un produit, donc une pâte à tartiner ou autre chose, et que ce produit ne soit pas vendu sur TikTok. Donc ça ne relève pas de TikTok Shop. Par contre, les produits qui sont vendus directement sur TikTok Shop, donc c'est-à-dire les produits qu'on peut acheter directement à travers la plateforme, doivent respecter les règles. Et donc, pour vous donner une idée, tous les ans, on bannit énormément de produits. Enfin, les produits n'ont même pas accès à TikTok Shop. Donc, par exemple, pendant l'année 2024, environ 100 millions de produits n'ont pas été autorisés sur TikTok Shop avant même qui soient enregistrés sur la plateforme. Pourtant, là, sur Magic Candy, par exemple, ils sont en vente. Donc moi, là, je pourrais en acheter qui ne respectent pas les règles de l'Union européenne. Alors, je ne suis pas forcément au courant de absolument chaque produit qui est vendu sur TikTok Shop. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'un point de vue statistique,
Sur TikTok Shop, donc bien sûr ça n'existait pas encore en France, mais sur l'année 2024, avant que ça soit disponible en France, on a banni 34 fois plus de produits de manière proactive que de produits qui ont été signalés. Donc bien sûr, ce qu'on essaye de faire, c'est s'améliorer pour pouvoir ne jamais autoriser ces produits à être listés. Mais à partir du moment où on est au courant et qu'on sait qu'un produit n'est pas autorisé, on le bannit. Donc je sais que dans le cadre des bonbons, il y a eu un certain nombre d'allégations qui ont été fausses, qui sont avérées fausses, sur le fait que certains produits ne sont pas autorisés. Et donc qu'on a suspendu dans un premier temps, et finalement on les a réautorisés parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient autorisés. Donc dans le cas précis des produits dont vous parlez, je ne pourrais pas vous répondre tout de suite, mais on est vraiment dans une démarche d'essayer de minimiser ça et d'être le plus réactif possible. Est-ce que vous avez une idée de tout ce que ces produits un peu destinés aux jeunes, bonbons, pâtes à tartiner, enfin voilà, ça représente quoi en termes de volume sur TikTok Shop? Alors j'ai pas une catégorisation exacte des produits qui sont potentiellement destinés aux plus jeunes. Cela dit, encore une fois, donc TikTok Shop n'est pas disponible aux moins de 18 ans. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt en France pour pouvoir vraiment vous donner vous donner une catégorisation pour dire voilà, tel type de produit par rapport à tel type de produit vendrait plus ou vendrait moins. C'est vraiment très très récent. Donc j'ai pas aujourd'hui une réponse exacte à cette question. Est-ce que vous avez des retours d'expérience d'autres TikTok Shop dans le monde? Alors, j'ai pas de chiffres sur les autres pays. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que les catégories générales qui sont représentées sur TikTok Shop vont être la beauté, la mode, les produits électroniques et les produits de consommation qu'on peut trouver au supermarché. Et qu'est-ce qui marche le mieux? Alors ça dépend vraiment, mais ce qu'il faut garder en tête, encore une fois, c'est une plateforme de contenu. Donc en général, les produits qui vont bien marcher, c'est les produits pour lesquels c'est produits de découverte. Donc TikTok Shop est vraiment une plateforme de découverte. Donc si jamais un produit est intéressant, plusieurs influenceurs, plusieurs créateurs de contenu sont intéressés par ce produit, ils pourront en parler et donc ce produit sera visionné plusieurs fois. Est-ce que vous encouragez l'utilisation de l'intelligence artificielle sur les publicités? La publicité. Alors, pour ce qui est de ma part, on a aujourd'hui des outils d'aide à la création de contenu qui permettent en effet de faire appel à de l'IA. Ils sont très peu utilisés aujourd'hui par les marques pour la simple et bonne raison que les marques ont l'habitude de travailler avec leurs agences créatives et de développer des contenus du coup qui correspondent à des films publicitaires. Alors même s'ils ont tendance à les raccourcir pour venir sur les plateformes digitales comme TikTok, c'est vrai qu'on parle souvent de grands films publicitaires qui sont ensuite découpés pour être ensuite redistribués sur des plateformes comme TikTok. Donc l'IA est très peu utilisée. En revanche, on va dire que sur l'IA créative, on utilise ça principalement pour de la traduction et ajouter des sous-titres qu'on essaie de mettre par défaut sur les publicités. Donc c'est surtout dans ce cadre-là que nous utilisons l'intelligence artificielle. L'autre point, c'est que nous avons également un moteur de recherche qui permet d'aller chercher des insights, souvent des insights marketing, pour aider les marques en fait à mieux comprendre TikTok et la musique la plus écoutée du moment, quel est le créateur le plus connu du moment. Et en fait, c'est pour que les marques puissent appréhender un peu plus rapidement les outils de TikTok et comprendre en fait comment développer une campagne publicitaire sur la plateforme. Alors dans le cas de TikTok Shop, en plus de ce que mon collègue a précisé, alors encore une fois, le plus important sur TikTok Shop, c'est qu'un produit soit présenté par un créateur de contenu. Et donc à partir de là, l'utilisation d'intelligence artificielle générative aura forcément un impact beaucoup plus petit qu'un vrai créateur de contenu qui présente un vrai produit. Ce qui marche bien, c'est la relation de confiance entre un créateur de contenu et son audience.
Donc typiquement aujourd'hui, on encourage les créateurs de contenu à être le plus authentique possible. S'ils n'aiment pas un produit, qu'ils disent sur la vidéo qu'ils n'aiment pas ce produit. S'ils aiment le produit, qu'ils expliquent pourquoi ils aiment ce produit. Donc l'intelligence artificielle générative, généralement, n'a pas vraiment sa place dans ce contexte. Et quand c'est le cas, est-ce que vous vérifiez la conformité entre l'IA et la réalité des produits vendus? Alors que ça soit de l'intelligence artificielle ou que ça soit fait par un créateur de contenu, il faut toujours que le produit présenté corresponde au produit vendu. Donc que ça soit en termes de à quoi ressemble le produit ou que ça soit en termes des effets rapportés du produit en question. Juste parce que, Monsieur Cabanis, vous avez évoqué il y a 11 mois le lancement de TikTok Symfony. C'est ce que vous évoquiez tout de suite, c'est cette IA pour parler des tendances, etc. Absolument. Elle a été renommée depuis, donc maintenant elle s'appelle TikTok One, mais en effet, le projet Symfony est un projet qui s'imbrique dans cette volonté d'avoir une plateforme qui permet aux marques de découvrir TikTok, pour les marques naturellement, avec un angle toujours marketing, de découvrir du coup nos programmes éducatifs pour les marques, de découvrir comment construire une campagne. Je tiens à préciser que par rapport au système d'information, du coup, le paramétrage des campagnes qui se font, et notamment par rapport au ciblage qu'on a évoqué juste avant, se fait directement par les marques ou par les agences qui opèrent ces contenus. TikTok ne fait pas de paramétrage pour les marques. Donc c'est aux marques aujourd'hui de prendre leurs responsabilités par rapport au paramétrage qu'elles souhaitent mettre en place sur les ciblages. Après, les outils vont les aider du coup à construire les bassins d'audience et à leur dire voilà comment construire la campagne marketing. Merci. Et donc, vous expliquiez dans votre post que les vidéos générées par IA augmentent l'engagement de 35% par rapport aux vidéos traditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense que dans ce cadre-là, on ne parle pas forcément de la création de contenu, on parle principalement de l'aide en fait, des outils qui permettent d'améliorer le contenu, d'améliorer la visibilité, évidemment la traduction comme je vous l'ai expliqué juste avant, et surtout d'aller chercher des insights qui permettent aux créateurs et aux marques qui développent des contenus d'aller chercher des insights qui correspondent à ce que l'audience a envie de consommer. Donc ça veut dire qu'en gros, ce n'est pas les vidéos générées par IA qui augmentent de 35%, c'est des vidéos créées en s'appuyant sur de l'IA et des insights. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Voilà, internes, voilà. Comment vous traduiriez insight? Une donnée, en fait, ou oui. Ouais. Merci, c'est clair. Donc, quand on a recours à l'IA, on va pas être boosté particulièrement, c'est endogène. Non, absolument pas. L'algorithme publicitaire fonctionne de la même manière, que ce soit du coup une vidéo qui est commercialisée avec du contenu créatif traditionnel versus du contenu produit par l'IA. En général, le contenu qui est produit par l'IA dans les autres marchés que celui de la France, c'est principalement pour décliner. En fait, typiquement, pour reprendre l'exemple de la chemise de mon collègue, on va avoir du coup une vidéo traditionnelle, une vidéo publicitaire traditionnelle. On va utiliser l'IA pour changer la couleur de la chemise de la personne pour pouvoir, on va dire, adapter l'expérience utilisateur. J'avais une question. Alors, ça sera un débat qu'on aura après avec vos collègues, mais il existe aujourd'hui de fait des contenus problématiques sur TikTok. Comment vous gérez, j'imagine que les annonceurs, que les marques ont des exigences vis-à-vis notamment de ces contenus, qu'elles n'ont pas forcément envie que leur marque arrive entre deux contenus sur le suicide ou sur le mal-être ou ce genre de vidéos. Est-ce qu'il y a des exigences qui sont formulées à l'égard de TikTok et comment est-ce qu'ils arrivent à en effet bien positionner entre guillemets leur publicité ? Tout à fait. Alors lorsque vous arrivez, déjà par rapport au contenu problématique, on parle de très peu de vidéos. Aujourd'hui sur toutes les vidéos qui sont postées de façon quotidienne, on parle de 1% de toutes les vidéos postées par nos communautés qui sont des vidéos à problématique. Ensuite, nos outils de modération sont très efficaces. Aujourd'hui, 80% des vidéos qui sont postées sur les plateformes considérées comme problématiques sont bloquées par nos algorithmes, et les 15% supplémentaires qui nous permettent de les amener à 95% de couverture sont faits par des hommes. Pour ce qui est de la modération, et particulièrement la modération en France, on a 509 du coup, modérateurs français qui s'occupent de modérer ces contenus et qui s'occupent de revoir les publicités avant qu'elles soient postées également sur la plateforme. Donc les outils de modération qu'on propose d'un point de vue organique, donc on va dire pour les vidéos qui sont postées, sont également utilisés pour les contenus publicitaires. Par rapport à votre question en particulier, lorsque vous aurez l'application TikTok, on parle souvent
top creator, excusez-moi pour ça. Donc en gros, on va dire les contenus qui vont sortir en premier sont souvent du coup des créateurs de contenu avec lesquels on a l'habitude de travailler, qui sont naturellement certifiés par nos services, mais également vous avez énormément de marques, de pages de marques. Hein. Aujourd'hui, vous retrouvez beaucoup de pages d'information, mais également des grands publishers, hein, qu'ils soient français ou internationaux, qui sont présents sur TikTok. Et c'est dans ce couloir publicitaire-là que vous allez retrouver la publicité. Du coup, les marques sont confiantes par rapport à ce qu'on peut leur proposer en termes d'outils de brand safety, de sécurité pour les marques. Et nous avons des outils aussi qui permettent de mesurer l'avant-après. Donc, c'est-à-dire, en gros, lorsqu'une marque est diffusée sur TikTok, elle peut savoir quel contenu a été exposé de façon organique avant et a posteriori, du coup, après. Donc, c'est des rapports qui leur permettent de télécharger, en général, en fin de campagne, via le prisme du partenaire qui encadre, donc soit l'annonceur direct ou l'agence qui accompagne l'annonceur dans sa démarche publicitaire. Et du coup, ils peuvent télécharger ce rapport et analyser les contenus. Est-ce que vous encouragez spécifiquement les créateurs de contenu à aller sur TikTok Shop ? Alors, il y a un certain nombre de critères qui nous permettent de définir est-ce qu'un créateur de contenu pourrait aller sur TikTok Shop. Donc, premièrement, le créateur de contenu doit avoir plus que 18 ans. Et ensuite, c'est plus ou moins du cas par cas. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà des créateurs de contenu qui parlent. Donc, par exemple, si je prends le domaine de l'électronique, donc il y a déjà des créateurs de contenu qui comparent un certain nombre de produits les uns aux autres. Et donc, un créateur de contenu comme ça qui parle déjà de produits, qui est déjà un expert dans son domaine, a tout intérêt à partir sur TikTok Shop aussi. On nous a signalé que on encourageait la multiplication des vidéos pour les créateurs de contenu sur TikTok Shop et qu'il y avait moins de shadowban que sur TikTok Shop que sur TikTok en général, notamment quand il y a une multiplication des contenus. Est-ce que vous le confirmez ? Alors, donc premièrement, au niveau de la multiplication des contenus, tout simplement, ce qu'on recommande aux créateurs, c'est d'être le plus authentique possible. Donc, c'est-à-dire que, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, le fait d'être vraiment authentique, c'est vraiment ce qu'on recherche sur TikTok Shop. Donc, c'est-à-dire que peut-être que le message a été un petit peu mal interprété. C'est-à-dire que ce qu'on va dire à un créateur de contenu, c'est au lieu d'essayer de vraiment embellir les choses au maximum, de leur dire de faire une vidéo qui soit la plus authentique possible, sans forcément passer des heures et des heures à essayer de mettre les bons filtres, etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en termes de ce que vous appelez shadowban, non, il n'y a pas de... les créateurs de contenu qui sont sur TikTok Shop ne sont pas privilégiés. Au contraire, tout contenu qui doit passer sur TikTok Shop passe par 2 modérations séparées, donc qui se font en parallèle. Une première modération qui correspond au code de conduite TikTok, et en même temps, on a une autre modération. Donc, comme mon collègue l'a expliqué, on a environ 500 modérateurs francophones qui vont s'occuper de vérifier qu'un contenu correspond au code de conduite. Et en même temps, on a environ 100 modérateurs qui vont aussi vérifier que le contenu correspond aux règles de la consommation, aux lois de la consommation. Donc, c'est-à-dire qu'un contenu est doublement modéré quand il est sur TikTok Shop. Et c'est des équipes qui sont basées au même endroit ? Alors, c'est des équipes qui sont basées... pas au même endroit, donc c'est des équipes complètement séparées qui travaillent complètement en parallèle. Et donc, si jamais un contenu est considéré mauvais, soit par les équipes qui vérifient que c'est conforme au code de conduite, ou par les équipes qui vérifient que ça correspond bien, les équipes de modération de TikTok Shop, ce contenu sera supprimé, ne sera pas visible. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se passe en parallèle. Et elles sont basées où, les équipes modération commerciale ? Alors, on a des équipes qui sont basées au Portugal et on a des équipes qui sont basées aux Philippines. J'avais une question pour revenir sur la publicité. Vous le savez mieux que moi, le DSA impose de publier un registre des publicités. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi et ce que la Commission européenne aujourd'hui vous reproche sur le sujet du respect de cet article du DSA ? Pour ce qui est de ce dossier en instruction, mes collègues vous répondront cet après-midi.
plus particulièrement Marie qui s'occupe de la relation avec du coup la Commission européenne et qui traite du coup du sujet du DSA. Vous n'avez pas été interrogé là-dessus? Non, Monsieur le Président. On passe la parole aux collègues. On a une demande de parole de Monsieur Vogetta. Allô, bonjour. Bonjour et merci, merci de votre participation, messieurs, à cette audition. Quelques questions sur TikTok Shop et la régie publicitaire. Alors, on parlait du ciblage des mineurs. Alors, vous nous confirmez que vous ne ciblez pas les mineurs, mais en revanche, est-ce que vous faites un ciblage négatif? Est-ce que vous, par exemple, sur certaines publicités qui pourraient être jugées sensibles, est-ce que vous prenez l'initiative, vous TikTok, ou offrez l'initiative aux annonceurs d'exclure de l'audience les mineurs? Et deuxième question, alors je comprends que quand vous dites pas de ciblage des mineurs, vous dites donc pas de ciblage des personnes identifiées par la plateforme comme ayant moins de 18 ans, mais est-ce que moi je peux faire une promotion en ciblant les personnes qui sont sur la plateforme, identifiées comme adultes et qui s'intéressent particulièrement à Pokémon ou One Direction ou autres contenus particulièrement prisés par les mineurs? Donc ça, c'est les deux premières questions. Et ensuite, une autre question sur les produits qui sont disponibles sur TikTok Shop. Y a-t-il certaines catégories de produits que vous refusez de distribuer et sur certaines catégories, en particulier, par exemple, je pense les produits à visée de chirurgie, à visée esthétique, par exemple des traitements d'injection. Est-ce que là-dessus, effectivement, vous, d'une certaine manière, protégez les mineurs contre les publicités pour ces produits-là? Merci, monsieur le député. Je vais essayer de répondre à vos questions. Je vous demanderai peut-être de me répéter certains points si j'ai toutefois omis de répondre à vos questions. Peut-être la première partie qui touchait au ciblage par mots-clés. Vous m'avez demandé si c'était possible de cibler notamment certains noms de marques ou certains noms de produits. Donc le ciblage par mots-clés aujourd'hui n'est pas autorisé sur la plateforme. Vous pouvez cibler par centre d'intérêt. Et donc dans le cas des exemples que vous avez donnés, vous ne pouvez pas cibler des marques. Vous pouvez cibler par exemple le divertissement en disant je souhaite cibler le divertissement, tout en rappelant que même en ciblant le divertissement, vous n'allez pas cibler les moins de 18. Vous allez cibler uniquement les utilisateurs qui ont plus de 18 ans. Mais du coup, oui, les grandes catégories qui sont représentées sur la plateforme, donc je le rappelle, le sport, le divertissement, l'art de vivre à la française, le voyage, toutes ces grandes thématiques qui sont très représentées sur TikTok d'un point de vue organique sont mis à la disposition des marques pour les cibler d'un point de vue contextuel. Vous m'avez posé une autre question, je crois, sur est-ce que vous pouvez créer de la promotion. Alors, je veux bien que vous reprécisiez certains éléments de votre question, monsieur le député. Est-ce que vous pouvez exclure les mineurs de certaines publicités? Oui, naturellement. Donc, il y a tout un tas de services pour adultes qui sont proscrits aux mineurs. Et du coup, comme on ne peut pas cibler les mineurs sur TikTok, à partir du moment où vous arrivez avec un service, par exemple un site de rencontre, typiquement, évidemment, naturellement, ça s'adresse uniquement à des adultes de plus de 18 ans. Et ça, c'est la plateforme qui l'établit par défaut ou c'est une option qui est laissée à l'annonceur? Non, en fait, lorsque vous vous connectez sur notre plateforme publicitaire, notre système d'information, vous ne pouvez pas cocher la case des 15-17, donc qui correspond du coup à la majorité numérique qu'on pourrait voir sur toutes les plateformes. Donc vous ne pouvez pas cocher cette case-là. Donc lorsque vous faites les paramétrages de la campagne, précisément, vous n'avez pas la possibilité de sélectionner cette case-là volontairement. D'accord. Est-ce que cette même capacité est offerte aux influenceurs qui font de l'influence commerciale, à savoir de la promotion organique, pas forcément pour TikTok Shop, mais au sein de leur contenu? Alors, ça correspond peut-être moins à mon domaine d'expertise, mais ce que je peux vous dire, c'est que du coup, les créateurs de contenu, à partir du moment où ils arrivent sur la fameuse place de marché dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Creator Marketplace,
Tout d'abord, leur identité est vérifiée, certifiée, on leur demande tout un tas de choses, leur pièce d'identité naturellement, leur numéro d'identité fiscale également, pour bien s'assurer qu'ils soient tous majeurs. Et ensuite, ils doivent eux-mêmes rentrer du coup dans le dispositif de règles communautaires qu'on met en place, et ils doivent respecter du coup le cadre de travail qui leur est donné à travers du coup les règles communautaires de TikTok. Monsieur Vogetta, vous avez d'autres questions ou relances? Il y avait une question sur si éventuellement certaines catégories de produits ne sont pas autorisées à la vente sur TikTok Shop. Alors, en ce qui concerne TikTok Shop, donc premièrement en termes de ciblage des mineurs, donc comme je l'avais précisé, le contenu TikTok Shop ne peut pas être vu par les mineurs. Mais en plus de ça, si dans un contenu TikTok Shop précis, on détecte que le créateur de contenu s'adresse à des mineurs, donc par des phrases par exemple comme demande à tes parents de t'acheter ça, des choses comme ça, le contenu sera également modéré. Donc c'est quelque chose qu'on décourage, même si a priori c'est pas possible. Ensuite, en ce qui concerne les produits interdits, donc il y a plusieurs catégories de produits qui sont interdits sur TikTok Shop pour plusieurs raisons. Donc soit ces produits-là sont interdits, soit ces produits-là peuvent être dangereux, soit nous estimons que ces produits-là favorisent un environnement qui est moins sécure. Donc, par exemple, des produits d'amincissement et des choses comme ça sont interdits sur TikTok Shop, même si ils sont autorisés autre part. Et on a encore une autre catégorie de produits que j'avais mentionné avant, qui sont interdits sur TikTok Shop parce que au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de vérifier s'ils sont bien conformes à de nombreuses règles. Donc, par exemple, les produits de nettoyage. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de vérifier est-ce que les ingrédients utilisés dans les produits de nettoyage sont bien conformes. Donc, nous avons décidé d'interdire ces produits-là. Une dernière question, si vous me permettez, Monsieur le Président. Bien sûr. Pardon, en fait, je viens d'oublier ma question. J'ai une question subsidiaire qui était... Non, pardon, une question précise d'abord. Est-ce qu'il est possible sur TikTok Shop d'acheter soit des crypto-actifs, des crypto-monnaies ou de contracter les services d'une plateforme d'achat-vente de crypto-actifs? Ah non, sur TikTok Shop, on peut uniquement vendre des produits physiques. Produits physiques. Et ensuite, question subsidiaire, est-ce que les règles fixées par la loi influenceur ou rappelées par la loi influenceur sont systématiquement mises en œuvre sur toutes les promotions qui mènent vers TikTok Shop? Et plus largement, par toutes les promotions faites sur TikTok. Alors, vous parlez du fait qu'un influenceur doit préciser qu'il a été payé pour... Vous rappelez les règles de transparence sur l'intention commerciale, l'interdiction de la publicité pour la chirurgie ou tout procédé à visée esthétique qui aurait pu transformer l'apparence, l'interdiction d'utiliser des filtres beauté s'il y a une promotion d'un produit qui transforme, le produit beauté. Par exemple, si vous dites cette magnifique crème anti-rides et que vous utilisez l'IA, est-ce que vous avez ce type de mécanisme, la possibilité de restreindre la publicité pour des jeux paris sportifs, du coup, exclure de l'audience les mineurs de ce type de publicité. Je pourrais faire un peu la liste de tout ce qu'il y a dans la loi, mais c'est vrai que comment vous assurez de la compliance à ces impératifs légaux. Donc, dans un premier temps, par rapport à TikTok Shop, bien sûr, on se doit de respecter la loi par rapport à ça, donc on respecte la loi par rapport à ça. Et on va même un peu plus loin, c'est-à-dire que par exemple, pour les produits de beauté, on n'autorise même pas de avant-après. Parce que dans certains cas, on ne peut pas forcément vérifier est-ce que l'IA a été utilisée, donc on interdit ça catégoriquement. Et tous les autres exemples que vous avez cités, bien sûr, sont interdits. À partir du moment où c'est interdit par la loi, ça sera interdit également sur TikTok Shop. Alors pour revenir sur le point sur les influenceurs, je vais compléter le propos de mon collègue pour dire que du coup on a commencé à travailler relativement tôt avec le gouvernement pour la mise en place de la loi influenceur.
D'ailleurs, avant le 9 juin 2023, nous avions déjà commencé, puisque nous avions proposé un bouton par défaut qui s'appelait contenu de marque, qu'on a fait un petit peu évoluer depuis. Maintenant, il s'appelle collaboration commerciale. Pour être clair, l'influenceur prend quand même, ou le créateur de contenu prend un risque relativement certain à ne pas le faire, puisque nous, non seulement nous allons bloquer la vidéo, mais ensuite nous allons bloquer le créateur de contenu. Donc c'est tout son business model qui s'écroule s'il ne respecte pas ces règles de transparence qui sont proposées par le DSA. Donc nous, évidemment, on a des vidéos qui nous sont reportées. Lorsqu'elles sont reportées, elles sont bloquées immédiatement. Ensuite, on contacte le créateur de contenu pour que ce soit remis en ligne. Mais il est impossible aujourd'hui de ne pas le mettre en avant sur TikTok. Nos modérateurs sont évidemment formés sur tous ces sujets-là et nous continuons de travailler avec le gouvernement et la RPP pour faire évoluer, évidemment, nos équipes dans leur connaissance de cette loi et comment la mettre en place sur l'application. Je poursuis, monsieur le député, sur un point qui me paraît important, notamment autour de la politique publicitaire de TikTok. Ce que je vais vous dire là n'est pas un commentaire de ma part personnelle, mais qui vient du coup du marché publicitaire. TikTok est extrêmement strict dans l'encadrement des contenus qu'on peut proposer d'un point de vue publicitaire. Donc tout ce qui touche évidemment à l'apparence et l'image d'une personne, peu importe son âge d'ailleurs, est interdit sur la plateforme. Il n'y a pas de cette notion de avant-après que décrit mon collègue est relativement large. Alors évidemment, ça touche évidemment tout ce qui touche au contrôle du poids. Je dirais la diététique en général est complètement bloquée sur l'application. Pour ce qui est de la beauté, qui est quand même un gros secteur, qui est très représenté sur l'application aussi, on va relativement loin. Pour vous donner un exemple bien précis, nous n'autorisons pas de publicité contre l'acné. On ne veut pas faire comprendre à des utilisateurs qu'il y a un problème d'avoir de l'acné à partir du moment où ils sont sur une plateforme comme TikTok. Et donc toutes ces notions que mon collègue a décrites sur l'avant-après est très important. Tout ce qui touche à l'image corporelle d'une façon plus large et toutes les annonces qui touchent à l'image corporelle sont proscrites sur la plateforme. Donc on ne peut pas aujourd'hui indiquer sur TikTok qu'on peut améliorer son image corporelle. Et d'ailleurs, ça va dans le sens du travail qu'on fait sur la plateforme d'un point de vue organique. Les notions d'esthétisme ne sont pas très représentées sur TikTok. Les gens ne viennent pas sur TikTok pour chercher l'esthétisme. Ils viennent avant tout pour se divertir. Enfin, pour tout ce qui touche aux troubles alimentaires, qui est un sujet très sérieux, on a mis en place un centre de sécurité qui est disponible directement depuis l'application, pour aider du coup les jeunes à se faire aider justement sur ces problèmes alimentaires. Oui, donc moi j'ai une question par rapport à ça, parce que c'est un peu ambigu. Du coup, vous nous disiez qu'un des gros secteurs finalement qui fonctionnait, c'était quand même le secteur de la beauté. Donc comment vous différenciez une publicité relative à la beauté qui est problématique d'une publicité Alors, c'est un secteur qui est relativement large aujourd'hui. Donc peut-être pour parler simplement, on va parler principalement de maquillage. On va parler de crème de jour, on va parler de crème solaire. Voilà, on parle de choses qui vont plutôt accompagner le quotidien des Français pour préparer des vacances ou tout simplement parce qu'ils vont être amenés à sortir. Et, voilà, donc on est sur ce cadre-là de la beauté. On n'est pas sur une démarche pharmaceutique de composition, par exemple. On ne va pas dire, grâce à cette composition, tu vas rajeunir de 5 ans. Il y a tout un marché qui s'est développé, c'est le marché des compléments alimentaires. Est-ce que vous avez des activités commerciales dans ce secteur ? Alors, pour ce qui est des compléments alimentaires, on utilise uniquement pour les personnes majeures les protéines, donc dans le cas de ciblage par rapport au sport, toutes les formes de protéines non anabolisantes qui sont du coup autorisées en France, et uniquement sur une communauté de plus de 18, donc c'est relativement restreint, on va dire. Et sur par exemple, thé aux vertus amincissantes ? Alors sur ce point-là en particulier, pour tout ce qui est vertu amincissante, vous ne retrouverez normalement pas ça sur la plateforme. Je vais vérifier parce que je ne vous cache pas que je ne connais pas nécessairement la réponse. Il y a sur TikTok Shop des produits pharmaceutiques, enfin sur TikTok des produits pharmaceutiques, pas sur TikTok Shop, enfin, peut-être qu'il y en a sur TikTok Shop, mais en tout cas sur TikTok, avec le hashtag French Pharmacy. Est-ce que vous avez du monitoring particulier sur ce type de compléments alimentaires, par exemple ? On a pu voir sur TikTok EAFIT minceur 360 Morosil, plus collagène marin, plus acide hyaluronique. Est-ce que voilà, ce type de compléments alimentaires qu'on a observé sur TikTok fait partie de ce que vous recommandiez ou pas ? Alors, je ne suis pas au courant de cette spécifique. Pour moi, tout ce qui touche aux pharmacies aujourd'hui, on parle principalement de masques
principalement des masques de beauté. Donc j'étais au courant de ça, mais pour ce qui est de ce point en particulier, j'ai pas tout entendu sur le collagène, mais Je vous ai lu une description en fait de ce qu'on avait pu voir. Enfin, on pourra vous transmettre l'article si vous voulez. Hein, c'est sur un site qui s'appelle Je vais mieux, merci.com, les pharmacies tendances sur TikTok. Voilà. Est-ce que vous avez une veille humaine pour essayer de détecter ça, puisqu'en fait une petite alerte ou une petite recherche Google, on tombe rapidement là-dessus. Donc voilà, et c'est quand même des compléments alimentaires qui peuvent poser problème. Est-ce que vous avez eu des actions proactives pour retirer ce type de contenu? Alors, encore une fois, ce qui se passe, c'est que la grande majorité du contenu ou des produits qui sont publiés sur TikTok vont être et qui sont problématiques vont être supprimés avant même la publication. Et ensuite, la grande majorité qui est quand même publiée vont être retirées avant même qu'il y ait plus de 100 vues. Donc, de manière, en termes d'anecdotes, si vous trouvez des articles sur des produits comme ça qui, à un instant T, ont pu être visibles sur TikTok, généralement, ces produits, si vous allez vérifier sur la plateforme, ne seront plus disponibles. Nous, tout simplement, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment améliorer nos systèmes de vérification pour pouvoir retirer ces produits le plus rapidement possible. Et donc, pour répondre à votre question en termes de vérification humaine, on a une double vérification, donc d'un point de vue d'algorithme, pour être très rapide, et ensuite d'un point de vue une modération humaine, si jamais il y a un doute. Ma question, c'était plutôt sur la modération sur TikTok, et pas sur TikTok Shop, de produits qui ne seraient pas conformes. Parce que là, en gros, les 100 modérateurs que vous avez basés au Portugal et aux Philippines, c'est plutôt pour la surveillance de TikTok Shop. Mais il y a des influenceurs qui font de la publicité et qui doivent respecter aussi les mêmes règles d'une manière générale sur TikTok. Et eux, c'est les 500 modérateurs qui les surveillent, sauf qu'ils ne sont peut-être pas formés à l'application du droit de la consommation. C'est peut-être plus de la modération sur des contenus qui sont problématiques. Or, il y a quand même beaucoup de publicité qui est faite de façon spontanée par des influenceurs. Et comment vous contrôlez tout ça ? Alors, je pense que certains de mes collègues qui gèrent la modération seront plus à même de répondre. Ce qui est certain, c'est que de nombreuses NGO accompagnent TikTok en France pour essayer de spotter justement ces tendances-là et pour essayer de les retirer le plus rapidement possible de la plateforme. Donc, c'est un travail quotidien pour nous, d'accompagnement, évidemment d'éducation des équipes. Donc, les 509 modérateurs dont je vous ai parlé, c'est clairement, on est dans le cœur de leur métier. Après, les algorithmes nous permettent d'aller un peu plus vite pour spotter les contenus naturellement, notamment, vous avez parlé des hashtags. Donc, vous le savez certainement, Monsieur le Président, mais nous allons vérifier 3 niveaux d'information dans les vidéos, hein, le texte, le son et ce qui se passe également au sein de la vidéo. Donc, ces métadonnées sont traitées et analysées, du coup, par nos modérateurs. Vous pourrez regarder ce qu'il y a sur le hashtag TikTok Pharmacie, par exemple. Ça peut être intéressant à surveiller si on est modérateur. Vous avez dit que vous aviez des liens avec de nombreuses ONG. Est-ce que vous pourriez nous citer les ONG qui vous accompagnent en fait sur la détection proactive de contenus problématiques dangereux? Alors, sur ce point-là en particulier, juste pour être précis et vous apporter la bonne réponse, je pense que les équipes de modération qui passent juste après nous pourront vous lister du coup la liste des ONG avec lesquelles on travaille. J'en connais certaines, mais pas toutes. Vous connaissez lesquelles? Principalement e-enfance. D'accord, oui, donc c'est pas trop sur le volet consommation pour le coup, qui est plutôt le vôtre en fait. Ok, Madame la rapporteure. Oui, merci. Est-ce que vous avez une estimation, est-ce que vous pouvez estimer la baisse des revenus publicitaires que ça pourrait générer si demain tous les utilisateurs choisissaient un algorithme de recommandation sans profilage? Pardonnez-moi, dans le cas du DSA, c'est déjà le cas. Hein. On a, du coup, les utilisateurs peuvent aller naturellement supprimer. Ils peuvent le faire, oui, absolument. Donc, je n'ai pas cette donnée, malheureusement, mais je pense qu'on peut essayer de le regarder. Madame Jeuneté. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci, Monsieur, pour vos propos, mais je vais revenir sur un point clé. Notre commission s'intéresse donc aux effets de TikTok sur les mineurs. Et très sincèrement, vous écoutez, j'ai vraiment pas compris comment vous pouviez contrôler la minorité et l'âge. Vous avez à la fois évoqué différentes manières de faire, comme un contrôle a posteriori. Franchement, si vous pouviez repréciser comment, d'un côté, vous dites que la plateforme n'est pas accessible,
la plateforme TikTok Shop, pardon, n'est pas accessible aux mineurs, mais très sincèrement, vous venez de parler assez longuement des produits de maquillage, des produits de beauté. Enfin, vous allez dans n'importe quelle enseigne physique de vente de ces produits-là, les acheteuses, elles sont au collège. Et pour avoir été à l'éducation nationale, je peux vous dire que les filles au collège, elles sont toutes maquillées, elles parlent de leur crème de jour, etc. Donc, j'ai du mal à comprendre la cohérence de tout ça. C'était ma première question. Et comment vous pouvez repréciser comment vous contrôlez la minorité? La deuxième question, c'est vous avez évoqué notamment le contrôle par des mots hashtag. Mais moi, ce qui m'a été rapporté par un certain nombre de jeunes, c'est qu'il y a maintenant des mots détournés. Donc, on va mettre une majuscule à l'intérieur, un symbole quelconque pour que le mot en question échappe à votre vigilance. Est-ce que vous menez ou pas un travail et de quelle manière le menez-vous pour pouvoir également avoir une action sur ces hashtags de mots détournés? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Je vais essayer de répondre à votre question, notamment sur la vérification des âges et des moins de 18 ans. La première chose, comme vous le savez, c'est lorsque vous inscrivez sur TikTok, du coup, vous déclarez votre âge par défaut. Et c'est du coup le premier niveau de vérification que nous apportons. Ensuite, tout au long du parcours de l'utilisateur, nous allons vérifier plusieurs points qui sont gérés par nos équipes de modération, mais également par la modération technologique qu'on peut apporter. La première chose, c'est qu'on va regarder la typologie de contenu que vous consommez. Si on voit un décalage entre la typologie de contenu que vous consommez et l'âge que vous avez déclaré, nous allons vous redemander votre âge. Si toutefois, vous ne rentrez pas évidemment la bonne date de naissance ou une autre date de naissance, automatiquement votre compte est suspendu. Pour désuspendre le compte, nous avons mis en place une politique très stricte. La première, c'est que vous devez envoyer une photo de vous avec votre carte d'identité à côté de votre visage pour pouvoir identifier et vérifier l'âge de l'utilisateur. Si toutefois vous n'êtes pas en mesure de le faire, on va vous demander un selfie avec un parent ou un tuteur qui va devoir être avec vous sur la photo pour pouvoir remettre en ligne votre compte. Si toutefois vous n'arrivez pas à nous obtenir cette information-là, on va vous demander une authentification par carte bancaire avec un micro-paiement, comme le font beaucoup d'applications en France pour vérifier du coup l'âge de l'utilisateur qui utilise la plateforme. Ensuite, nous avons une autre technologie qui s'appelle la technologie Yoti qui nous permet d'aller analyser en fait les contenus des utilisateurs pour s'assurer que ça correspond à l'âge qui a été déclaré par rapport aux contenus qui sont postés sur le compte du créateur. Donc, évidemment, ce n'est pas une science exacte et c'est loin d'être une science parfaite et on continue de travailler et d'essayer d'améliorer nos outils au quotidien grâce au travail qu'on fait évidemment avec cette assemblée, mais pas que. Et évidemment, par rapport à votre point sur la beauté, je comprends qu'il y a des utilisateurs qui se maquillent et qui sont mineurs, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont été exposés à de la publicité sur TikTok. Alors, pardonnez-moi, Monsieur le Président. Allez-y, allez-y. Est-ce que je peux poser une question complémentaire? Oui, bien sûr. Donc j'entends bien vos commentaires, mais du coup, dans le cas de cette commission d'enquête, quelles sont, vous, plateformes, les suggestions que vous pourriez nous faire pour améliorer le contrôle de minorités? Et puis, j'ai les mots détournés, hashtag aussi. On y reviendra aussi dans les autres auditions, Madame Jeunetet, sur ces sujets-là, mais on peut avoir des premières réponses. Madame la députée, je pense que les éléments que je viens de vous lister par rapport au selfie, et notamment d'avoir la présence de la pièce d'identité en photo sur l'application pour vérifier du coup l'âge de la personne, me paraît être la première démarche la plus pertinente par rapport à votre question. Vous nous confirmez que cette vérification avec le selfie, la pièce d'identité, ça arrive lorsque vous avez une suspicion finalement d'une minorité. Mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas depuis le début, ce qui permettrait, au moment où on arrive sur la plateforme, ce qui permettrait finalement d'éviter le fait d'aller potentiellement rattraper des mineurs qui se sont déclarés comme majeurs et qui ont menti sur leur âge? Qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas dès le début? Je pense que nous sommes comme le reste en fait du marché des applications qui proposent du coup et qui demandent aux utilisateurs de déclarer leur âge dès le départ. Du coup, ces contournements et ceux que décrivent Madame la députée sont des ajustements que nous devons faire aussi grâce aux échanges que nous avons aujourd'hui. Donc, je prends le point du détournement et par rapport au hashtag et les majuscules dont elle fait part, on essaie quand même d'être extrêmement rapide dans l'application et le fait de retirer du coup ces fameux hashtags. Bon.
je cours après le micro. Ce qu'on peut tous, grand public, hein, pas que nous, avoir du mal à comprendre, c'est pourquoi, dans un premier temps, et vous l'avez dit dans vos propos introductifs, vous vous dites être une plateforme sûre et sécurisée, et c'est des mots qu'on entend souvent, et être responsable, avoir une vraie responsabilité sur la protection des mineurs. Je ne comprends pas ce qui vous empêche d'avoir ce contrôle plus exigeant dès le début. Alors, l'argument de dire les autres plateformes ne le font pas, c'est un argument qui est quand même relativement faible, puisqu'au contraire, si vous le faisiez vous et pas les autres plateformes, ça ferait de vous une plateforme beaucoup plus sûre. Par ailleurs, je mets ça en parallèle de ce que vous avez dit à travers vos propos, qui était que finalement, les revenus économiques générés ne portent pas sur les mineurs, donc ça ne vous retirerait pas finalement du revenu. Et donc, pourquoi ne le faites-vous pas de façon plus stricte dès le début ? Je pense que pour réitérer mon propos et peut-être le clarifier, je pense que c'est un travail collectif que nous devons faire pour l'ensemble du secteur et que TikTok, évidemment, va jouer le jeu. Les risques, c'est que s'il y a des vérifications trop strictes à l'entrée, vous pensez que les utilisateurs pourraient se détourner vers des plateformes concurrentes ? C'est pas du tout ce que j'ai dit, Monsieur le Président. C'était essayer de comprendre. Je peux pas vous dire directement parce que c'est quand même assez éloigné de ce que je fais moi. Bien sûr. J'encadre des équipes commerciales aujourd'hui qui accompagnent des annonceurs. En revanche, je pense que tout au long de cette journée, vous avez des experts de la vérification des âges. Donc j'ai essayé de vous répondre avec les éléments que je connais. Bien sûr. Maintenant, je pense qu'ils seront en mesure de revenir vers vous de façon beaucoup plus précise sur ces points-là. C'est ce que j'ai indiqué d'ailleurs à Madame Jeunetet, c'est qu'on va pouvoir creuser cette question. C'est vrai que là, on se concentre sur cette audition qui va bientôt prendre fin d'ailleurs, puisqu'il est 10h25 et qu'il nous reste 5 minutes, sur la question du modèle économique, sur ce qu'on a pu qualifier d'économie de l'attention. Est-ce que vous avez en interne des notes qui vous permettent de dire que plus une personne va rester sur la plateforme, plus elle va vous rapporter, ou en gros qu'à temps passé sur la plateforme, vous avez un taux de consommation par l'utilisateur, voilà. Est-ce que vous avez ce type de données-là? Et en gros, est-ce que vous confirmez que plus on passe de temps, plus on consomme? Est-ce que ce rendement est décroissant? Enfin, voilà. Comment on oriente vers l'acte d'achat? Voilà. Alors, pour ce qui est de la consommation, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, dans le cadre de TikTok Shop, une plateforme d'e-commerce, dans une plateforme de e-commerce, la chose la plus importante, c'est d'établir une relation de confiance. Parce que finalement, on demande aux gens de lier leur carte bleue, d'acheter quelque chose. Et donc, avoir une stratégie qui est court terme, qui consisterait à essayer de garder les gens le plus longtemps possible dans la plateforme et de leur vendre quelque chose lorsqu'ils ne sont pas capables de prendre une décision vraiment réfléchie, c'est une stratégie qui n'est pas viable sur le long terme. Typiquement, ce qui pourrait arriver si quelqu'un achète un produit qui ne lui plaît pas finalement, c'est que cette personne écrira de mauvais commentaires sur ce produit, et donc ça n'arrange ni la marque ni le créateur de contenu qui en parle. Donc vraiment, dans le cadre de la consommation, donc acheter des produits, le plus important, c'est vraiment d'être le plus transparent possible et de ne pas essayer d'inciter les gens à l'achat au maximum à l'achat en parlant de choses qui sont fausses ou qui ne sont pas responsables. Merci. Et je vais me permettre de préciser, est-ce que plus les utilisateurs sont sur la plateforme, plus on peut leur vendre d'espace publicitaire? Alors non. Du coup, on a un nombre d'expositions par jour pour tous les utilisateurs français. Donc on essaie de limiter les couloirs publicitaires. Donc de la même manière que sur toutes les plateformes, il y a un certain nombre de publicités qui sont livrées par jour. Donc l'algorithme est prédit de livrer en moyenne 4 publicités par utilisateur. Voilà, donc par jour. Si on pense que l'utilisateur a une consommation faible, par exemple, on lui dit genre 30 minutes, on lui délivrera 4 publicités en 30 minutes, et si on pense qu'il a 2 heures ou 3 heures ou 4 heures de temps d'écran, on lui délivrera 4 publicités en 4 heures. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est une géométrie variable, comme vous en doutez. La consommation des utilisateurs, on ne peut pas l'anticiper. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on limite à 4 expositions par jour, par utilisateur. Ah oui, donc une fois que... Mais alors comment vous pouvez faire? On ne peut pas anticiper en fait le nombre. Et d'ailleurs, comment vous pouvez limiter? Parce qu'on a des systèmes de blocage en fait, qui vont bloquer la publicité après un certain nombre d'expositions. D'ailleurs, pour être précisé, c'est le paramétrage autour des publicités, du coup, est directement sélectionné par l'annonceur.
mais en général, un annonceur ou une agence média va sélectionner un paramétrage de 5 vues, on va dire, pour une audience de 25-45. Donc, Et donc, par exemple, on peut avoir 4 publicités en un quart d'heure, ça nous arrive. Et après, on n'en a plus du tout. alors, je ne pourrais pas vous dire le laps de temps dans lequel va être livrée la publicité. Ce qui est sûr, c'est que vous allez voir un certain nombre de contenus organiques avant de voir de la publicité. Madame Maribeuil. Oui, merci et excusez-moi de mon retard. Peut-être que la question a déjà été posée, mais je voulais revenir évidemment dessus. Comment contrôlez-vous la sécurité effective de tout produit qui est ingéré? C'est-à-dire que j'entendais tout à l'heure mon collègue vous parler des compléments alimentaires, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on a une profusion, on le voit sur tout ce qui est produits amaigrissants et tout. Donc de nombreux produits sont ingérés. En tant que médecin, j'ai pu le constater, de nombreux produits sont toxiques, sont vendus comme étant le similaire d'eux, mais n'a rien de comparable. Comment contrôlez-vous la sécurité? Donc, sur TikTok Shop, les produits qui sont ingérés sont extrêmement réglementés et il faut que les produits non seulement respectent la loi européenne, la loi française, mais il faut également que les revendications qui sont faites par les créateurs de contenu respectent non seulement les lois communautaires, mais aussi les lois de la consommation. Donc, par exemple, un créateur qui parle d'un produit n'a pas le droit de dire que ce produit est amincissant, n'a pas le droit de montrer de photos avant-après la consommation de ce produit. Juste une petite précision, pardon, mais les 4 publicités par jour, c'est pour les mineurs ou pour les majeurs? La limitation pour les majeurs? Mais on va faire le test et on en a déjà vu plus. Prends ton micro. Désolée, on vient en effet de tester et on a vu en quelques minutes plus de 4 publicités. Donc, 30 secondes. On a pris un compte, 30 secondes, 4 publicités. Alors, je vous parle de moyenne naturellement sur le marché français et de façon quotidienne. Maintenant, je ne sais pas le niveau d'exposition du compte que vous avez regardé, je ne sais pas quels sont les paramétrages qui ont été rentrés. Voilà, ça dépend, comme je vous l'ai dit, d'une géométrie qui est relativement variable. Si vous voulez qu'on apporte des précisions sur ce point-là, je pense qu'on peut tout à fait le faire par écrit et compter sur nous pour être précis dans cette réponse. Merci. Madame Maribeuil, il y avait une dernière question, et puis on va suspendre. Oui, tout à fait. Vous me dites vous respectez la réglementation, mais en fait, vous ne contrôlez pas. Puisqu'un produit qui pourrait vous arriver, être juste assemblé dans un produit sur l'Europe, pourrait ne pas être pur. Et on le sait, on l'a déjà eu, il y a eu de nombreux problèmes sur ce genre de produit. Donc, vous ne contrôlez pas. Vous lisez une étiquette et c'est tout. Mais vous ne contrôlez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce qu'on demande, c'est on demande les documentations qui autorisent, donc je ne me souviens plus exactement, je crois que ça s'appelle la DGAL, donc on demande des documentations qui autorisent le vendeur à vendre ce produit-là en France. Merci. Madame la rapporteure, une dernière question. Moi, juste une interrogation, parce que vous avez conscience, puisque vous mettez en place des mécanismes de contrôle de l'âge, etc., que des mineurs ont officiellement le statut de majeur sur la plateforme. Par rapport au détournement, c'est difficile de vous répondre. Je pense que mes collègues vous répondront un petit peu mieux cet après-midi. Mais vous en doutez d'une certaine manière qu'il peut y avoir des failles. Bien sûr. Et que les enquêtes qu'on peut mener d'un point de vue statistique montrent qu'il y a bien plus de jeunes que le nombre de jeunes que vous mesurez, vous comptabilisez. Si des jeunes sont considérés comme majeurs sur la plateforme, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 18 ans, mais en fait, en réalité, ils sont mineurs, mais sur la plateforme, ils ont plus de 18 ans. Alors, on va pouvoir faire de la collecte de données sur eux, identifier leurs préférences malgré tout. Est-ce que vous le reconnaissez? Je n'arrive pas à... Dans cette question, je n'ai pas de volumétrie en fait, à vous apporter sur le nombre de personnes qui pourraient tricher par rapport à leur âge. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Selon certaines enquêtes, 70% des utilisateurs de TikTok ont moins de 24 ans. Au moins deux, pardon. D'accord, ok. Je n'ai pas connaissance de cette étude. Ce qui est certain, c'est que en France, l'année dernière, nous avons supprimé
un certain nombre de comptes relativement importants, 642 000 oui, non, mais comptes. je ne me demande pas sur les suppressions, c'est plus pour comprendre qu'il y a beaucoup une portion non négligeable, voire massive, de jeunes qui ont plus de 18 ans, selon votre plateforme, mais qui, dans les faits, dans le monde réel, ont moins de 18 ans. Vous voyez ce hiatus. Donc vous allez les cibler algorithmiquement. Vous allez capter leurs préférences. Est-ce que vous reconnaissez que ce soit possible? Alors, je pense que c'est possible, et c'est tout le rôle du coup des modérateurs et de nos équipes de modération, et des systèmes d'ailleurs qu'on fait évoluer. Je vous en ai listé pas mal aujourd'hui, mais en tout cas pour ce qui est de cette étude en particulier, je n'ai pas connaissance des chiffres dont vous me parlez. Mais donc il est possible que des mineurs soient profilés d'une certaine manière? Techniquement, c'est possible. Merci. Il n'y a plus de questions. Je vais suspendre la séance pour une durée de 5 minutes environ, le temps d'installer le dispositif technique de traduction pour l'audition suivante. Il me reste à vous remercier, Monsieur Mézifen et Monsieur Cabanis, pour votre participation à nos échanges. Et vous aurez bien noté toutes les questions qui restent donc en suspens et toutes les demandes d'informations complémentaires dont nous sommes preneurs. Et par ailleurs, toute information complémentaire que vous jugerez utile de porter à la connaissance de notre commission. La séance est suspendue.